Pour me présenter en quelques mots tout d'abord, je suis pharmacien, Guillaume Brun. Je travaille donc en tant que responsable d'un tour de France, ça s'appelle donc les rencontres de la simulation numérique en santé au sein de la société Sim4Health, et je m'occupe aussi des relations et des projets qu'on peut mener avec les professionnels de santé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Sim4Health, malgré notre passage récurrent à Segamed, en fait, on vient d'une société qui s'appelle Interaction Healthcare, qui est une agence de communication digitale spécialisée en santé et qui, au fur et à mesure de son activité, a développé une sorte de start-up dans la boîte en montant Sim4Health, qui va donc se spécialiser dans les outils numériques pour la formation des professionnels de santé. Et donc on va travailler autour de cette thématique qui est la simulation numérique, voilà, qui s'intègre bien sûr dans la simulation en respectant ce principe éthique qu'on connaît tous, qui est jamais la première fois sur le patient. Alors qu'est-ce qu'on va réaliser chez Sim4Health? Ce type de produit, des consultations virtuelles, ça se passera sur ordinateur, sur tablette, de façon un peu plus sur mesure, des environnements 3D, dans lesquels on va pouvoir se déplacer, l'apprenant va pouvoir se déplacer, cliquer sur des objets, interagir avec des patients. De plus en plus, des cas cliniques, des simulateurs en réalité virtuelle. Pour ceux qui n'auraient pas testé, je vous invite à venir tester sur notre stand à quoi ça ressemble. Et également, alors de façon plus anecdotique, deux, trois petites choses en réalité augmentée, notamment pour la formation à l'anatomie. Alors, parlons du sujet de mon intervention, ces rencontres de la simulation numérique en santé. C'est donc un tour de France qu'on a réalisé sur une année, et les objectifs, c'était de vulgariser la thématique de la simulation numérique, une thématique assez nouvelle, encore peu utilisée dans les facultés notamment. Et donc de faire découvrir les atouts de cette simulation numérique, d'analyser bien sûr les freins à son déploiement et comment on peut travailler sur ces freins, et ensuite de comprendre les besoins plus larges en pédagogie de la santé et les changements qui sont en train de s'opérer. Donc d'un point de vue pratique, comment ça se passait? On organisait une journée avec les facultés qui ont accepté de nous recevoir, un stand, donc de 10h à 18h, un stand dans, en général, le hall de la faculté. Les étudiants qui avaient un peu de temps venaient tester, se découvrir la réalité virtuelle, et également les enseignants venaient aussi essayer. Et deuxième partie de journée, deuxième temps fort, une conférence, table ronde, où je présentais l'intérêt de la simulation numérique, et ensuite une table ronde avec des acteurs locaux, soit impliqués en simulation, soit impliqués sur des projets numériques ou impliqués en pédagogie, venaient partager leur point de vue, discuter justement de ces points positifs et ces freins sur la simulation numérique. Et donc, c'est dommage que ça passe un peu moins bien sur PC, mais voilà à peu près les étapes qu'on a pu réaliser de janvier 2017 à janvier 2018, donc 14 étapes, ça fait plus de 23 000 km cumulés, alors beaucoup se sont faits en voiture, depuis Bordeaux, vu qu'on est basé à Bordeaux. Ça fait plus de 500 démos réalisées et plus de 1300 participants aux conférences. Donc l'idée, c'était vraiment d'évangéliser cette thématique et je pense qu'on a plutôt bien réussi. Et en photo, voici à quoi ça ressemblait, que ce soit la partie démonstration ou la partie table ronde. Alors, pour cette table ronde, un des outils qu'on présentait, c'est notre plateforme, la plateforme Medicactive. L'idée de cette plateforme, pour en dire un petit mot, c'est que c'est une plateforme de consultation, de création, mais aussi de diffusion de cas cliniques virtuels. En gros, les visuels que je vous ai montrés tout à l'heure, les différents types de réalisations vont être diffusés via cette plateforme et peuvent être donc mutualisés en France, mais aussi à l'international. Et donc on a discuté autour de projets numériques qui pouvaient être montés, mis en place dans les facultés, qu'est-ce qu'il existait, et je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on a pu voir pendant ce Tour de France. Alors Angers, effectivement, la table anatomage qui est en démonstration ici, qu'on a pu découvrir. Je crois qu'Angers était une de la premières facs à utiliser cette table numérique. On est sorti comme un Tour de France cycliste, on est sorti des frontières françaises pour aller aussi un petit peu en Belgique, et je salue Madame Bragard qui est ici, qui nous a aidé à organiser une étape à la faculté de médecine de Liège,
Et c'est vrai que Liège est bien en avance aussi, parce qu'ils vont s'intégrer, le centre de simulation va s'intégrer dans un, alors je parle sous le contrôle de Madame Ragard, mais dans un établissement dédié à la réalité virtuelle pour développer cette activité. À Dijon, il y a un Learning Lab qui se met en place. Ils sont déjà équipés d'un casque de réalité virtuelle dans la faculté de médecine-pharmacie. À Bordeaux, on développe, Sim4Health développe avec le vice-doyen, le professeur Dehaye, des cas cliniques 3D sur l'AVC. Et donc il va faire une étude notamment digitale versus papier avec différents étudiants. Pour continuer, Brest et Toulouse, les centres de simulation sont équipés de casques de réalité virtuelle au centre de simulation. Et on peut continuer avec notamment Strasbourg qui a monté maintenant un projet qui commence à vieillir, tellement ils étaient précurseurs au niveau de la pharmacie, qui s'appelle Pharma 3D, avec une pharmacie virtuelle basée sur le logiciel open source Second Life. Et bien sûr des projets numériques en construction à venir. Si je prends l'exemple de Bordeaux, c'est la création d'une collection de cas cliniques 3D en soins infirmiers qui est en train de se mettre en place. Donc on a identifié 10 compétences en soins infirmiers et ils vont développer ces cas au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Et des centres qui ont compris l'intérêt que pouvait représenter la réalité virtuelle et qui progressivement vont essayer de mettre en place la réalité virtuelle au sein de leur centre de simulation, ce qui est encore à l'étape de projet mais qui devrait arriver. Donc au niveau d'une synthèse de ce Tour de France, qu'est-ce qu'il a pu en ressortir? Premièrement, on va parler de l'avantage que peut représenter la simulation numérique pour la formation en santé. Alors je pense qu'ici c'est le meilleur endroit pour parler du côté ludique de cette approche numérique qui, on l'a dit tout à l'heure, est en phase avec des attentes générationnelles. Et donc ce qui me tient à cœur, c'est souvent la motivation des apprenants à apprendre. Et ça, c'est bien illustré, je pense, par ce qu'on a pu évoquer à Caen. On discutait avec un enseignant spécialisé donc en radiologie qui a développé un outil numérique de formation à la radioprotection et qui nous expliquait que la radioprotection, c'est une formation qu'elle faisait à des étudiants, mais ce n'était pas obligatoire comme cours, et donc elle n'avait personne. Et vu que la thématique n'était pas très sexy, elle a décidé de passer à un outil un peu plus ludique, et donc en 3D, et depuis les étudiants viennent on va dire en masse, et justement, comme l'évoquait Pascal tout à l'heure, voient plus leur passé et veulent rester même à la fin pour essayer de s'améliorer, d'améliorer leur score, etc. Ensuite, l'idée c'est que la simulation numérique va bien sûr permettre de diversifier les approches pédagogiques. Je vous ai donné plein d'exemples tout à l'heure. La flexibilité. Alors c'est vrai qu'on va pouvoir modifier son contenu parce que notre plateforme utilise notamment un outil auteur, donc on peut créer soi-même son propre cas, on peut venir le modifier comme on veut et on peut le mettre à jour. Ensuite, la diversité des supports technologiques, des modalités d'apprentissage. C'est vrai que c'est du numérique, donc c'est en ligne, on peut l'utiliser chez soi, on peut l'utiliser en présentiel, on peut l'utiliser en groupe, faire du collaboratif. C'est un avantage important de ce type de dispositif. En phase avec disponibilité, alors je pense que c'est important notamment en formation continue. On est professionnel de santé, on n'a pas forcément le temps de se former, même si c'est une obligation. Je suis chez moi, je peux revenir sur mon ordinateur, je peux lancer un outil en ligne et je peux me former. Un apprentissage actif, je ne vais pas revenir dessus, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Immersif, bien sûr. Alors, pour ceux qui auraient un doute, je vous invite à venir encore une fois tester le cas en réalité virtuelle, vous aurez vite compris. Le côté réaliste, même chose. Et on le voit en réalité augmentée sur ce qu'on peut faire avec l'apprentissage de l'anatomie. C'est vrai que comparer à un livre d'anatomie, utiliser des HoloLens pour tourner autour d'un patient virtuel, pouvoir enlever des couches de peau, identifier exactement où est placé tel organe, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, la mutualisation des contenus. Voilà, c'est l'objectif aussi de la plateforme Médicactive. Un projet créé à Nice. C'est vraiment dommage qu'il ne reste qu'à Nice et qu'on soit sollicité à New York ou même plus proche à Strasbourg pour faire la même chose. Donc autant mutualiser les contenus et créer une forme de rentabilité en pouvant vendre sa réalisation. Et donc on va pouvoir faire ça, jouer sur la complexité des scénarios, pouvoir faire les scénarios autant de fois qu'on veut, et donc apprendre par l'erreur, et surtout jouer sur l'intérêt du numérique et quand même les données, et donc pouvoir travailler sur ces statistiques
pour voilà, évaluer tout d'abord des connaissances théoriques. Je pense que c'est le plus simple en termes de résultats, QCM, etc. Mais demain, travailler sur l'évaluation du savoir-être, parce qu'on va pouvoir poser des questions dans un ordre précis, en respectant des phrases, en choisissant ces mots. Et donc, ces données, on va pouvoir les utiliser pour évaluer du savoir-être. Et ensuite, voilà, la qualité du savoir-faire, enfin plein de choses comme ça. Et donc, c'est un apprentissage personnalisé, parce que je vais travailler seul, peut-être chez moi, sur des cas cliniques 3D. Je vais générer des données, mon formateur, mon professeur va pouvoir analyser ces données et revenir avec moi, non pas sur des choses que j'aurais maîtrisées, mais uniquement sur mes points de difficulté. Et donc si on s'amuse, alors je ne sais pas si c'est très pertinent de le faire, mais si on s'amuse à comparer l'intérêt de la simulation numérique versus mannequin haute fidélité, eh ben c'est vrai qu'il n'y a pas de limite sur le contexte des scénarios. On va aussi bien pouvoir créer un attentat qu'un accident, c'est des choses qui seraient difficiles à réaliser dans un centre de simulation. Je ne dis pas impossible, mais très compliqué d'un point de vue logistique. Sur le matériel qui est intégré à la simulation, c'est vrai qu'on va pouvoir ajouter aussi bien un scanner, un IRM, ce genre d'objet utilisé 24 heures sur 24 à l'hôpital. En 3D, on peut le modéliser, ça pose aucun problème, et on peut l'utiliser quand on le souhaite. La logistique, qui va être limitée, pas besoin d'installer le mannequin, pas besoin de le nettoyer, pas besoin de le ranger. Je clique sur un bouton, je recommence le cas autant de fois que je veux, et donc j'atteins un maximum d'étudiants. La maintenance est bien sûr limitée. Le coût à l'usage, alors je différencie le coût à l'usage du coût initial. Le coût à l'usage, voilà, un mannequin, il faut des consommables, il faut l'entretenir, le maintenir, etc. Il se dégrade assez vite. C'est vrai qu'un logiciel, il n'y a pas ce problème. L'immersion est renforcée et l'approche donc est massifiée pour toucher un maximum d'étudiants. Parlons maintenant des freins qui ont été voilà, un constat sur les freins évoqués. Eh bien, c'est avant tout la connaissance des outils de simulation numérique. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place ce Tour de France. Ensuite, c'est la place dans les parcours de formation. C'est vrai qu'on a du mal à identifier où est-ce qu'on va mettre, alors ça paraît très intéressant, mais où est-ce qu'on va les placer dans un parcours de formation, ces différents outils numériques. Parce que le temps est limité. Et ensuite, il y a les limites de la technologie. C'est vrai qu'on a des manettes dans les mains en réalité virtuelle, mais on ne peut pas encore toucher, on ne peut pas encore gérer les tissus humains comme il faut. Ça demande encore des compétences graphiques qui ne sont pas très bien exploitées. Le coût initial, la rentabilité, la formation des formateurs, enfin il y a plein de points, et notamment la docimologie qui ont été évoqués hier, et qu'on essaye voilà, de trouver un petit peu des axes autour de la docimologie et comment évaluer ces contenus. Alors je voulais vous partager un petit peu notre vision chez Sim4Health après ce Tour de France de quel est le parcours de formation qu'on pourrait imaginer. Eh bien c'est toujours une place, tout ça est très complémentaire, toujours une place donnée aux cours magistraux en amphithéâtre. Ensuite, eh bien, les étudiants pourraient travailler sur des cas cliniques 3D, donc travailler leur raisonnement clinique, que ce soit à domicile mais aussi en débriefing en classe. Ensuite, travailler en centre de simulation sur les gestes techniques. Puis revenir au centre de simulation pour travailler en équipe, la communication, les compétences non techniques. Et peut-être que la réalité virtuelle trouvera sa place également dans les centres de simulation pour travailler dans des environnements complexes. Et demain, travailler aussi en équipe parce que la réalité virtuelle permet désormais, et on était au CES de Las Vegas pour le montrer, on peut travailler en réalité virtuelle à plusieurs, dans un même environnement virtuel, se connecter avec chacun son casque sur les yeux, et on est connectés ensemble dans le même environnement virtuel. Alors je passe parce que je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je voulais vous montrer une petite vidéo qui a été réalisée lors du World Electronic Forum au centre de simulation d'Angers, et qui montre un petit peu ça, le futur de la formation en santé. Notre centre de simulation fête cette année ses 10 ans d'existence. Nous avons commencé en 2007 et nous avons commencé comme beaucoup de monde par les mannequins. Et puis en 2012, nous sommes intéressés aux patients-acteurs, aux acteurs-patients plus exactement, c'est-à-dire la simulation humaine ou relationnelle. Et puis depuis 2 ou 3 ans maintenant, on s'intéresse beaucoup à la simulation numérique, qui a beaucoup d'intérêt, en particulier de s'adresser au plus grand nombre. Parce qu'un de nos problèmes actuels en simulation, c'est la formation des formateurs, et on ne peut pas, et beaucoup d'étudiants,
Et on n'a pas la possibilité aujourd'hui de former tout le monde comme on aimerait le faire. Et on entrevoit aujourd'hui, avec la simulation numérique, la possibilité de former le plus grand nombre. Je dirais relativement peu de frais. Et ça, c'est un atout indiscutable pour la simulation numérique. Depuis un an, on fait un tour de France, ça s'appelle les rencontres de la simulation numérique en santé. Et on est vraiment allé voir les professionnels de santé, les enseignants, les étudiants, et on a discuté avec eux, on leur a fait tester la réalité virtuelle notamment, on a discuté de l'intérêt pédagogique de tout ça, et ce qui en est ressorti, c'est notamment le besoin de travailler sur la communication, de travailler en équipe, de travailler de façon interdisciplinaire. Ici, au CHU d'Angers, on a décidé de créer un nouveau cas, un cas où on pourrait être plusieurs dans le même environnement virtuel, et donc chaque étudiant a son casque de réalité virtuelle et peut donc pratiquer dans des conditions très réalistes et dans un environnement sans aucun danger. Pour l'instant, la simulation numérique nous apporte beaucoup d'aspects techniques, mais encore pas tout à fait d'aspects non techniques, c'est-à-dire de communication, de comportement vis-à-vis des patients, vis-à-vis des autres professionnels. Donc ce sont les acteurs qui nous amènent le plus évidemment de choses. Mais actuellement, avec le développement actuel de la simulation numérique, je pense que ceci va changer dans les années qui viennent et nous pourrons avoir affaire à des avatars qui nous comprennent, qui nous répondent, voire qui modifient leur comportement. C'est vraiment immersif, hein. On arrive vraiment à appréhender les contraintes qui sont les nôtres dans le milieu pratique, autant sur le plan matériel que clinique. Donc c'est un superbe outil pour la formation, hein. Je pense que ça peut être un complément à l'outil clinique de base ou un préambule à l'examen de vrais patients en situation réelle. Donc oui, très satisfait. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est vraiment très très immersif et que ça change de tout l'enseignement ou même des entraînements qu'on peut avoir qui sont sur papier, où là ça nous met vraiment dans une situation qui est quasiment en conditions réelles, ce qu'au final on attendra des étudiants après quand ils exerceront leur futur métier de médecin. Donc c'est vrai que pour ça c'est particulièrement intéressant et c'est un très bon outil pédagogique, je pense. Parce que ça peut être intéressant de les entraîner puis aussi de les tester sur ces situations-là, puisque bon, il n'y a pas que les connaissances livresques qui peuvent être évaluées par SUCM qui sont pertinentes, mais il y a aussi la manière de les mettre en pratique qui est aussi tout intéressant. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui aura sa place à terme dans la formation et l'évaluation des étudiants, mais peut-être plus en fin de formation, une fois que les connaissances ont déjà été acquises, intégrées et mises un peu en pratique aussi lors des stages hospitaliers. Les outils numériques vont améliorer la prise en charge du patient dans le futur, hein, de toute façon c'est indispensable, mais il faut qu'on le développe parce que les étudiants sont demandeurs et le virtuel c'est l'avenir, je pense. Un centre de simulation va former ces professionnels de santé, ces étudiants, avec des mannequins, avec des acteurs, et on pense que demain ils pourront aussi avoir à disposition une salle avec de la réalité virtuelle, un catalogue de scénarios, on va pouvoir choisir le scénario de leur choix en fonction de leur spécialité, en fonction du niveau de difficulté, et donc se plonger dans un environnement virtuel. Et donc dans des conditions parfaitement sans danger, ils vont pouvoir pratiquer et s'exercer et apprendre de leurs erreurs. Au départ, je dois vous avouer que je n'y croyais pas trop, mais maintenant, avec ce que je vois aujourd'hui, en particulier ce que fait la société Sim4Health, je suis épaté de voir les progrès réalisés en si peu de temps. Je pense que Sim4Health aujourd'hui, au sein du CHU d'Angers, a vraiment montré une nouvelle étape dans la formation des professionnels de santé grâce à la réalité virtuelle. Aujourd'hui, on peut former en équipe, en réalité virtuelle, c'est une nouveauté. Voilà, on peut dès demain le faire avec des étudiants. Voilà, je m'excuse pour la vidéo qui apparemment, je pense que l'ordinateur ne devait pas trop aimer, mais bon, vous aurez au moins pu comprendre l'intérêt que ça pouvait représenter. Voilà, j'ai terminé, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Guillaume. Questions? Questions? Pas de questions? Bon, c'est que c'était clair. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, le multi-utilisateur. Ma question, est-ce que vous avez des évaluations en cours? À quel stade est-ce que c'est... tu as dit que c'est prêt à être utilisé à l'université, c'est toujours une idée? À quel stade? C'est vrai que la réalité virtuelle, on commence, enfin, si on reprend la réalité virtuelle de la base, la diffusion au grand public, c'est que 2016. C'est l'explosion vraiment de la réalité virtuelle et sa diffusion, c'est très récent. Et donc on s'est mis sur ce créneau qu'on adapte pour la santé. Donc ça fait à peu près un an après, on a
sorti nos premiers cas, on avait montré notre premier cas au CES 2017 de Las Vegas, et là on revient avec cette nouveauté qui est le fait de pouvoir travailler à plusieurs, donc maintenant à 2, en présentiel, demain faire la même chose à distance, donc avoir un médecin connecté en France, un autre connecté à Barcelone et l'autre à New York, travailler en collaboratif, et ça on doit encore travailler dessus pour gérer tout ça en ligne, mais je pense que d'ici quelques mois ce sera opérationnel. Merci beaucoup pour ça, c'était super intéressant. Je voulais juste faire un point que je trouve que ça se répète avec plusieurs personnes qui j'ai parlé. Ça sent que la ludification ou ramification, c'est quelque chose qui doit avoir points ou badges ou un ranking pour vraiment être ludification. Et du coup, je vois que c'est ce que tu as, c'est quelqu'un qui tu lui donnes un challenge. Donc, il y a déjà des éléments de jeu dans l'expérience que vous faites. Je trouve ça que si dans un poids vous voulez mettre des points, des trucs comme ça, vraiment il faut réfléchir, est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on essaie de portray? What do we want the user to understand? Do we want to let them know that they did something right? Parce que maintenant c'est pas trop clair, ou tu vois, parce que là je trouve que c'est génial, quoi. Il faut pas juste faire des choses pour faire des choses. Non. Donc congratulations, parce que c'était génial. Merci. Mais c'est vrai que quand on crée ce type de cas, on part toujours d'un objectif pédagogique et on répond à un besoin d'un professionnel de santé. Donc on part de ce besoin, et l'expérience ludique, c'est vrai que c'est surtout le fait que c'est un jeu, c'est de la réalité virtuelle, donc la technologie est ludique en soi. Il n'y a pas forcément d'éléments de gamification à l'intérieur du scénario. En soi, l'idée c'est de mimer la réalité et donc d'essayer d'interagir dans l'environnement. Il n'y a pas besoin, effectivement. C'est l'outil qui est innovant, qui est dynamique, qui est numérique et qui fait que les étudiants vont être justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, motivés à apprendre. Voilà. Il y avait une autre question peut-être ? Une question en haut. Ça va me faire bouger un petit peu. On est au 10e pas aujourd'hui dans cette nuit. Non, effectivement, je crois que vous étiez venu l'année dernière, ou il y a 2 ans, vous aviez déjà présenté un outil un peu du même genre, je crois que... L'année dernière, on était présent pour lancer en fait le Tour de France, et maintenant on fait un point 1 an après sur un petit peu ce qui a été collecté en termes d'informations. L'outil en lui-même a évolué par rapport à l'année dernière, parce que c'est vrai que je l'avais testé, je l'avais déjà trouvé bien, et là j'ai l'impression que ça va encore beaucoup plus loin que ce qui avait été proposé. En fait, il y a plein d'éléments qui nous permettent d'évoluer. Déjà, on travaille en étroite collaboration avec HTC, qui nous permet d'utiliser le dernier matériel qu'ils mettent sur le marché, et donc on était sur leur stand à Las Vegas, donc c'était chouette. Donc déjà, la techno a évolué. Actuellement, on a un fil quand on utilise la réalité virtuelle. Bon, c'est encore le casque qu'on a en démonstration, mais le nouveau matériel n'a plus de fil. On est plus relié à un fil sur ordinateur, donc c'est déjà aussi, en termes d'expérience, c'est hyper intéressant. De plus en plus, on va aller vers de l'haptique. Enfin, il y a plein d'améliorations. Après, nous, d'un point de vue graphique, je pense qu'on s'est encore amélioré. Il me semble qu'on va arriver à une phase de plateau bientôt où le côté graphique, on pourra plus trop travailler dessus. Ce qu'on va améliorer, c'est des points de détail. Par exemple, l'émotion gérée par l'avatar. Parce que c'est vrai qu'un mannequin dans un centre de simulation, en termes d'émotion, c'est quand même pas grand-chose. Le numérique, on peut travailler dessus. Et donc on a une jeune chercheuse qui travaille sur les émotions appliquées à l'avatar, et donc on essaye de renforcer ce caractère émotionnel et pouvoir demain travailler avec la réalité virtuelle, le savoir-être. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui nous permettent d'améliorer la réalité virtuelle, et c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire, c'est ça qui est génial aussi dans ce métier. Et rien à voir, mais est-ce que vous avez possibilité, ou est-ce que vous comptez faire ou est-ce que vous faites déjà d'ailleurs, des évaluations, je veux dire, en termes d'acquisition par exemple, et aussi surtout en termes de transférabilité, parce que ça m'évoque vraiment quelque chose de très pertinent dans un cadre vraiment protégé, où on est là pour apprendre des choses, et à un moment donné, quand on se retrouve dans la vraie vie, est-ce que vous... Alors c'est peut-être difficile à évaluer, c'est peut-être pas non plus dans votre domaine à vous, il y aura peut-être d'autres environnements ou d'autres partenaires qui pourraient faire ce genre de travail, tout à fait, parce que comme vous l'avez bien dit, ça rentre dans toute une chaîne d'apprentissage et c'est un élément à un moment donné, mais effectivement ça m'interpelle vraiment de me dire, mais et le jour où on se retrouve avec quelque chose de réel en main, comment ça se passe? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez déjà? C'est ça qui est formidable aussi sur ce côté innovant de ces outils, c'est que du coup ça amène à plein d'études possibles, plein de projets de thèse,
thèse. Et effectivement, on est sollicité beaucoup pour des projets, alors soit à partir d'une réalisation qu'on pourrait faire pour un organisme qui nous sollicite, qui souhaite ensuite l'utiliser pour une thèse, soit on peut mettre à disposition notre plateforme et donc certaines réalisations qu'on a déjà faites pour justement mener des thèses. C'est l'exemple que je donnais avec le professeur Dehaye à Bordeaux sur une étude usage du numérique versus cours normaux, on va dire, pour essayer de valider aussi l'intérêt de ces outils. Maintenant, voilà, on essaie d'accompagner aussi ces études, parce que parfois, je trouve que le modèle n'est pas forcément toujours bien posé au niveau de l'étude, et un caractère qui est peu évalué, et que je mettais bien en avant sur ma démonstration, c'était la motivation des apprenants à apprendre. Et ça, souvent, c'est pas quelque chose... On parle de rétention d'informations, mais ce côté-là, et le fait que les amphis soient vides et qu'il faille trouver un petit peu une solution aussi à ça, ce côté-là n'est pas forcément toujours évalué. Merci beaucoup. Ok, un grand merci à Guillaume Brun, vraiment une compagnie à encourager qui fait de l'innovation très intéressante.